Bonjour à tous. Alors donc je crois que nous avons la lourde tâche de clôturer cette matinée, donc vraiment restez concentrés, hein, on s'en occupe. Donc nous le thème c'est quelles innovations et technologies pour répondre aux enjeux de l'investissement durable. Vaste question pour laquelle donc on a le plaisir d'accueillir dans l'ordre Sabrina Ouida, Chief Impact Officer chez WeFin. Tu nous représenteras WeFin en quelques mots, mais du coup j'introduis, gagnons du temps. Plateforme tech qui permet aux investisseurs de gagner en souveraineté sur leurs données ESG et de maximiser leur impact. Nous avons également avec nous Paul Bureau de Manaos, donc plateforme de services aux investissements conçue et incubée par le métier Services du groupe BNP Paribas, dédié à la donnée ESG. Cécile Joly, CEO de KLS, éditeur de logiciels pour équiper le monde du financement d'outils collaboratifs. Le monde change, transformant les métiers du financement. On adore. Pour Etifinance, Xavier Leroy, groupe européen de notation, recherche et conseil innovant au service de la finance durable. Et enfin, Patrick Pensé, responsable du département Data, Digital et Innovation chez LBPAM, qu'on ne présente plus. Bonjour à tous. Alors pour commencer avec toi, du coup, Sabrine, quand on a préparé cette table ronde, j'ai retenu une chose et qui pourrait être peut-être, j'ai proposé, le mantra de WeFin, mesurer et reporter en pleine conscience. En tout cas, voilà ce que moi j'ai retenu de nos premiers échanges quand on a préparé cette table ronde. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Merci Mathilde, bonjour à tous, merci Finance Innovation pour cette table ronde. Rapide présentation de WeFin et ensuite j'enchaîne sur le super mantra de Mathilde. Donc WeFin, nous sommes une start-up à impact qui a pour mission d'élever les standards de l'ESG et d'en faire la norme. Donc on a développé une plateforme technologique 100% dédiée à l'ESG à destination des investisseurs professionnels tels que les banques, les asset managers, les assureurs, pour qu'ils puissent centraliser l'ensemble de leurs process ESG au même endroit et surtout pour qu'ils puissent mettre en place des stratégies ESG plus ambitieuses. Effectivement, le mantra reporter en pleine conscience correspond plutôt bien à notre mission et à ce qu'on prône auprès de nos clients parce que en tant qu'investisseur, tu ne peux pas reporter si tu ne comprends pas ce que tu mesures, clairement. Et aujourd'hui, si tu fais ça, en fait, c'est presque la porte d'entrée du greenwashing. Et face à la complexité des données, des KPI que tu dois collecter, que tu dois mesurer, piloter, reporter, bien sûr que tu dois être outillé. Mais une plateforme qui ne fait que du reporting, ça sert à rien. Une plateforme qui fait que de l'agrégation des données, ça sert à rien non plus. Il faut une plateforme qui te permet, bien sûr, de faire tout ça, mais surtout de comprendre les données que tu es en train de mesurer pour pouvoir les utiliser, pour mieux investir et avoir effectivement, comme je l'ai dit, une stratégie beaucoup plus ambitieuse. Et nous, on a créé ça avec notre plateforme. Notre plateforme permet de le faire. Comme je l'ai dit, bien sûr qu'on agrège une centaine de fournisseurs de données privés et publics de manière automatique et sans limite. On les met en qualité, on fait aussi tous les calculs aujourd'hui réglementaires demandés par ASFDR, par la taxonomie, par le label ISR. Bien sûr qu'on permet aussi de faire du reporting de manière plus simple, plus rapidement. Mais notre supplément d'âme chez WeFin, c'est notre expertise et notre impact. Et ça va se traduire de 3 manières. La première, c'est que déjà, on met l'expertise dans les mains de nos clients. C'est important, en fait, finalement, quand tu es un investisseur, tu peux avoir les meilleures données ESG, mais si tu ne les rends pas intelligibles, si tu ne les mets pas à destination, en fait, prête à l'emploi pour le gérant, pour l'analyste, c'est difficile, finalement, d'avoir une stratégie qui fait sens et de bien reporter. Donc ça, c'est effectivement important pour nous, avec la plateforme, de pouvoir mettre l'expertise aux mains de nos clients pour qu'ils puissent bien comprendre les aspects méthodologiques. Et le staff, chez WeFin, on a plus d'un tiers de nos équipes qui sont des experts méthodologiques, réglementaires, qui connaissent bien les bonnes pratiques pour pouvoir les véhiculer auprès de nos clients.
La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on permet à nos clients de s'approprier leur stratégie et de pouvoir avoir leur propre notation. C'est important parce que aujourd'hui, de la même façon, l'ESG est un facteur de différenciation pour les asset managers, pour pouvoir avoir plus de clients, pour pouvoir se différencier, montrer qu'ils sont assez durables. Donc chacun a sa secret sauce. Patrick de LBPAM va pouvoir effectivement parler de leur méthodologie propriétaire. Et c'est important que la plateforme puisse à la fois intégrer effectivement les ratings externes qui sont aujourd'hui proposés par les providers, mais aussi permettre surtout aux asset managers de s'approprier leur analyse, leur stratégie et d'avoir aussi leur propre méthodologie de notation. Le troisième point, aussi ce qu'on fait, c'est qu'on apporte aussi un alignement entre engagement, moyens et résultats. Et on le fait avoir une plateforme qui centralise l'ensemble des process de bout en bout, parce que c'est important de ne pas avoir de perdition entre l'engagement qu'on prend, par exemple sur le climat, et ensuite ce qu'on reporte si on n'arrive pas à reporter finalement, à avoir les résultats qui permettent de satisfaire effectivement ces engagements. Et enfin, une particularité aussi de WeFin, donc je finis avec ça. J'ai parlé on est une fintech à impact, nous sommes passés société à mission. Ça permet de matérialiser déjà l'alignement des intérêts entre l'usage de notre plateforme, notre business, mais aussi ce qu'on va prôner comme les bonnes pratiques de durabilité. On participe à toutes les évolutions aujourd'hui, au débat de place sur SFDR, sur label ISR, pour porter aussi une voix, pour faire avancer ces sujets. On a aussi des KPI d'impact pour permettre également de vérifier qu'on a toujours un alignement entre ce qu'on prône et ce qu'on fait avec la plateforme. Et notre développement est à l'image aussi de nos ambitions, puisqu'on a aussi communiqué il y a une semaine sur une deuxième levée de fonds de 10 millions en série A, qui matérialise aussi notre développement et le sujet qui est phare aujourd'hui sur l'essor de la technologie pour l'ESG. Merci Sandrine. Donc en résumé, tech, expertise, alignement, incarnation, pour éviter la porte d'entrée vers le greenwashing. C'est intéressant ça. On va garder cette expression. De ton côté, Xavier, quand on avait discuté, tu es revenu sur la tech, donc tu l'as présenté comme finalement un moyen d'appropriation stratégique pour les investisseurs. Appropriation, tech, en rapport avec la stratégie, est-ce qu'on est sûr que c'est suffisant? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'abord, nous, on est le carburant qui rentre dans les systèmes de WeFin et des asset managers, puisque nous sommes, parmi nos activités, nous sommes une agence de ESG, donc nous créons de la donnée et des scores et des ratings, et puis nous le faisons également dans le monde du non-coté, et nous avons besoin d'utiliser la technologie, en effet, pour y parvenir. Ceci étant dit, et j'écoutais avec beaucoup d'attention la présentation précédente, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout essayer de donner de l'opinion et des éléments. Et pour pouvoir faire de l'opinion, il y a besoin de données, où il y a besoin de modèles, où il y a besoin de simulations. Et c'est là où nous avons besoin d'outils, de technologies qui permettent de simplifier, de préparer le travail aux analystes en tant que tels. L'un des principaux sujets sur lesquels on a tous été confrontés, en tout cas dans les métiers de la donnée, c'est que la donnée, elle était difficile à trouver, elle était peu normalisée, on en parlera tout à l'heure, et on passe beaucoup de temps à collecter de la donnée, à la vérifier, et on passe beaucoup moins de temps pour l'analyser, alors que c'est là où probablement les investisseurs auraient plus d'intérêt. Je sais pas, par exemple, est-ce que cette trajectoire est crédible? Est-ce que ce qui est mis par une entreprise en termes de CAPEX et d'OPEX pour un alignement, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça crée de la valeur, etc. Donc ça, on a un peu moins de temps pour le faire. Et la technologie, l'intelligence artificielle, c'est ce qui nous permet de dégager du temps, nous, dans les agences, pour pouvoir répondre à notre besoin de données, mais surtout de pouvoir nous faire notre travail, qui est de donner de l'information qualifiée aux acteurs financiers et à leurs prestataires, en l'occurrence, qui mettent tout ça en scène dans leur système et qui agrègent les éléments. Alors, à quel niveau, nous, est-ce qu'on utilise chez Etiffinance de la technologie? Et encore une fois, ce n'est pas une finalité, c'est un outil. On l'utilise pour collecter de la donnée.
On a fait pas mal de tests pour essayer de collecter automatiquement par l'intelligence artificielle de la donnée, mais elle est très compliquée aujourd'hui, elle est peu harmonisée, donc on attend beaucoup des réglementations futures et de les apps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on utilise de plus en plus de modèles qui permettent de pallier l'absence de données, ou en tout cas qui permettent de vérifier de la donnée, et on va l'utiliser pour les trajectoires, bien entendu. On pense tous je sais pas, les empreintes carbone ne sont rien d'autre que des modèles en tant que tels également. On l'utilise pour la biodiversité, autant d'éléments qui sont des bons compromis pour pouvoir donner des ordres de grandeur sans pour autant avoir besoin de trop d'informations et donc d'avoir une inflation de coûts. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de coût, c'est qu'il faut qu'on puisse produire une information la plus qualifiée possible et la plus précise possible qui rentre dans les budgets, dans les business models de nos clients. Donc on pourrait très très bien faire des choses exceptionnelles. On nous reproche souvent, on dit les agences, c'est pas très précis. Oui, mais il y a un moment où il y a une limite naturelle à ce que les clients sont prêts malheureusement à payer pour pouvoir avoir accès à nos informations. Et puis, en effet, le dernier point, nos données doivent être livrées de façon de plus en plus intelligente. Alors nous, on a une petite structure, mais on commence à s'équiper et à travailler pour pouvoir avoir des API, des intégrations d'éléments qui permettent de nourrir directement, avec des outils de plus en plus intelligents, nos clients. Donc, réponse, oui à la technologie, oui à l'intelligence artificielle, oui à tout. C'est indispensable, ça nous fait gagner du temps, ça gagne en qualité, ça gagne en productivité, pour pouvoir faire un travail qui reste à ce stade encore humain, et j'espère qu'il le restera longtemps, d'analyse qui permettent, comme on le fait dans l'analyse financière, d'avoir des informations qualifiées avec de l'opinion. Merci Xavier. Donc effectivement, technologie comme un levier, un accélérateur pour pouvoir permettre que justement ce métier reste humain avant tout et le soit davantage que simplement de la collecte de data et de l'outil de mesure, comme tu le disais. Oui, la décarbonation des portefeuilles, c'est avant tout mesurer quelque chose, mais le fond et le sens, c'est surtout l'impact qu'il y a derrière. De ton côté, Paul, côté Manaos, la technologie, vous la vivez aussi comme finalement un maximisateur de cette valeur ajoutée humaine, in fine, et une capacité à remettre au centre l'expertise? Exactement, oui, merci Mathilde. Et en fait, je pense que ça revient directement à la genèse de Manaos. On est sorti d'ateliers d'innovation chez BNP Paribas et on a fait un petit peu le tour de la place avec tous les clients de BNP, les prospects de BNP. Et il y avait cette problématique majeure d'accessibilité. Et quand je dis accessibilité, je parle d'accessibilité à la donnée, à l'expertise et d'explicabilité. Et c'est là-dessus qu'on a décidé de lancer Manaos parce que finalement, on a vu, et on a pu voir d'ailleurs pendant ces 4 ou 5 dernières années, plus de 250 fintechs qui se sont lancés pour faire du rating sur le ESG. Et à peu près 250 fois, on a entendu, moi j'utilise du web scrapping et du machine learning pour aller récupérer de la donnée sur là où c'est disponible. Effectivement, on en revient directement à ce que vient de dire Xavier, la valeur ajoutée, ça va être derrière, comment est-ce que j'utilise cette donnée, comment est-ce que je l'applique, comment est-ce que je l'implique dans ma méthodologie de gestion. Ça, pour moi, c'est l'apport de la technologie sur la récupération de la donnée. L'apport de la technologie, ensuite, pour un gérant d'actifs, pour un assureur, pour un distributeur, qui ont aussi beaucoup de problématiques liées à l'explicabilité, ça va maintenant être de venir chercher ces expertises et de les appliquer au bon endroit, que ce soit pour la création de nouveaux produits, qui peuvent être thématiques, par exemple, des mandats, on en a vu dans la banque privée, ce genre de choses-là. Mais l'ESG impacte toute la chaîne de gestion et de distribution. Là où on a appris à maîtriser la donnée financière dans notre industrie depuis plusieurs dizaines d'années, maintenant il s'agit de former et les équipes de gestion, qui sont plutôt en avance, plutôt pré-trade, plutôt expertise, mais aussi les équipes post-trade, qui, elles, sont plutôt contraintes d'aller faire du reporting, mais n'ont pas souvent l'explication derrière. Et en fait, l'idée majeure, là, je pense qu'on a autour de la table un panel d'experts. On sait tous de quoi on parle. On a vécu ce monde-là depuis quelques années. Mais il ne faut pas oublier aussi ceux qui ne sont pas parmi les leaders, qui sont parmi les suiveurs et qui, eux, vivent l'ESG comme un coût et des contraintes qu'ils doivent satisfaire s'ils veulent continuer à être dans la compétition. On a vu que le marché s'est concentré d'ailleurs de façon horizontale, puisque cette couche de coûts a eu un impact sur la gestion d'actifs. Et cette couche de coûts, elle est aussi expliquée par le fait qu'on fait face à un nombre de points de données extra-financières titanesques. On a un exemple récent d'un gérant d'actifs qui annonçait mapper 20 000 points de données. Voilà, je pense que c'est beaucoup, un peu trop peut-être. Voilà, il y a peut-être une notion à regarder là-dessus. Mais l'idée majeure derrière tout ça, c'est d'être aussi en mesure d'aller servir celui qui
n'aura jamais l'ambition ni les moyens d'être leader, et même si c'est un critère de différenciation, on est bien d'accord, mais il y en a qui ne peuvent pas se le permettre. Et l'idée derrière, c'est d'être quand même capable d'aller leur apporter une solution qui va leur permettre de se démarquer, d'expliquer et de naviguer au milieu de toute cette complexité de ESG, en leur simplifiant l'accès technologiquement à des expertises telles que celle d'Etifinance, par exemple. Et alors, justement, au sein des équipes, alors pour le coup, plutôt chez des leaders quand même, hein, parce que LBPAM en a plutôt fait plus qu'un critère de différenciation. Mais comment ça se passe et comment ça s'organise justement pour que cette expertise, comme tu le disais, Paul, finalement, elle irrigue toute la chaîne de valeur. Donc, elle doit irriguer de la même manière toutes les classes d'actifs, toutes les équipes au sein d'un asset, ce qui est plutôt nouveau. On était sur des métiers qui étaient quand même plus silotés, avec une chaîne classique du front au back, avec plus ou moins de murailles de Chine. Comment ça se passe aujourd'hui de ton côté Merci Mathilde. Merci aussi à Cyril et Mathéo pour l'invitation. Du coup, LBPAM, c'est quoi? Donc, c'est un gérant d'actifs. On a aujourd'hui 70 milliards d'actifs sous gestion. Donc, ça, effectivement, c'est un acteur majeur. Et notre particularité, c'est le 100% ISR. Donc, ça, c'est une politique qui a été décrétée dès 2018. Et en fait, pour faire ça, on en revient à la technologie, mais on ne peut pas faire de l'ISR. Alors ça, c'est notre discours. On ne peut pas faire de l'ISR sans technologie. Alors pourquoi? Effectivement, quand on gère des 70 milliards d'actifs, on a beaucoup de sous-jacents. Et si on veut 100% des fonds ISR, il faut donner un score à toutes ces compagnies. Et on se sert effectivement de fournisseurs de données comme Etifinance, Vigeo, etc. Donc, alors nous, on ne mappe pas 20 000 points de données comme certains, mais on en mappe un certain nombre. Hein. Je pense qu'on est à 3 000 aujourd'hui, ce qui est déjà énorme sur à peu près une quinzaine de sources, mais qu'on n'utilise pas tous dans le scoring, parce qu'en fait, il y a le scoring des compagnies, mais il y a aussi plein de choses. Il y a la labellisation, il y a des PAI, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on a besoin pour satisfaire tous ces indicateurs. Mais si on revient au scoring, en fait, le scoring, c'est effectivement beaucoup de data qu'on récupère. Donc là, nous, on récupère 3-4 agences de notation et de données extra-financières. Et quand je suis arrivé il y a 2 ans, effectivement, chez LBPAM, on était en avance, mais on est arrivé à un cap, c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à intégrer de nouvelles sources de données, à mapper de nouveaux des émetteurs, etc. Parce qu'il y a un problème de technologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui intégrer de la donnée extra-financière comme on intègre la donnée financière. Il faut de la technologie différente. Il faut réussir aussi, parce qu'on n'a pas les codifications qu'on a dans les sources financières comme Bloomberg, etc. Donc il nous faut des algos un petit peu plus évolués pour mapper tout ça. Et effectivement, ça c'est le frein, on va dire, que nous on a subi en 2020-2021 et qui nous a conduit finalement à créer, on va dire, tout un écosystème, donc une plateforme, nous ce qu'on appelle une plateforme complex data, pour pouvoir accueillir les données, pouvoir les mapper avec des algos, on va dire, de logique floue, pour pouvoir justement mapper autre chose que des codifications. Et une fois qu'on a ça, c'est aussi mettre en qualité la donnée, c'est-à-dire pouvoir indiquer à notre recherche quelles sont les données pertinentes sur notre population. Donc nous, notre population, c'est quoi? C'est à peu près 10 à 11 000 émetteurs. Et l'enjeu qu'on a, c'est de pouvoir scorer finalement ces 11 000 émetteurs avec une méthode quantitative. Donc là, on ne va pas chercher à qualitativement analyser, etc. Nous, c'est plutôt du scoring à grande échelle pour pouvoir couvrir un nombre d'émetteurs relativement grand et ensuite pouvoir concevoir des produits et que tous ces produits soient notés selon la même méthodologie. Donc ça, c'est l'enjeu finalement que tout le monde a aujourd'hui. Alors que ce soit les petits ou les grands acteurs, ils doivent s'appuyer sur de la technologie. Nous, on l'a fait en interne. On s'appuie aussi sur de la technologie. Bon, on s'appuie sur Manaos, sur WeFin aussi, avec la financière de l'échiquier. Mais on va dire qu'on ne peut plus faire ça seul sur Excel avec une analyse qualitative des sociétés. Et donc, nous, effectivement, c'est comme ça qu'on a créé un département dédié donc, qui s'appelle Digital Lab LBPAM
et sur lequel on travaille sur la plateforme données qui récupère tout ça, sur le mapping sur notre référentiel émetteur, donc sur ces 11 000 émetteurs, et donner à la recherche quels sont les indicateurs clés qui couvrent toute notre population qu'on va pouvoir utiliser sur les piliers ESG, plus le pilier territoire que nous on a dans notre méthodo, et qu'on va pouvoir après exposer sur nos fonds. Alors justement, pour reprendre ton point intéressant, on ne peut plus faire ça seul. On voit bien que d'ailleurs, il y a un certain nombre d'alliances même autour de cette table qui se sont créées. Donc c'est bien la preuve que le partenariat fait du sens au-delà même d'une logique du coup capitalistique, mais vraiment pour adresser le sujet en lui-même. Du coup, ça fait parfaitement le point avec toi, Cécile, côté KLS, puisque justement, vous êtes un éditeur de logiciels, d'outils collaboratifs, donc qui mettent au cœur finalement cette capacité à faire du lien entre les différentes briques d'une même chaîne de valeur. Quelle est votre promesse, vous ? Oui, merci Mathilde. Je trouve que ce matin, à la fois dans ce tour de table, mais aussi toute la matinée dans les conférences, on a beaucoup parlé de calcul de données, de collecte de données, d'analyse de données. Alors c'est absolument indispensable, c'est sûr, aujourd'hui pour la transition de notre société et la finance durable, mais je pense que c'est pas suffisant. Je crois qu'il va surtout falloir qu'on donne un réel usage en fait à cette donnée, un usage dans notre économie réelle. Et alors chez KLS, la promesse en fait qu'on fait en tant que spécialiste du financement des entreprises, c'est qu'on veut permettre de financer plus et de financer mieux l'économie réelle, et notamment en utilisant en fait cette donnée ESG. Je crois qu'on peut tous être d'accord pour dire que la transition de notre société dans laquelle on est engagé va nécessiter deux choses. La première, ça va être des investissements colossaux. Et la deuxième, c'est qu'il va falloir quand même qu'on soit en capacité de rendre cette transition économiquement acceptable également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir que les investisseurs, les banquiers financent de manière massive les investissements qui sont devant nous. Et il va falloir quand même également que chacun des acteurs trouve un intérêt quelque part à le faire, un intérêt financier et économique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça passera aussi par là. Donc, je crois que c'est là où la donnée ESG peut avoir vraiment tout son sens, c'est-à-dire donner en fait à cette data ESG un usage dans l'économie réelle et que chaque acteur ait un intérêt à l'utiliser pour faire sa transformation. Alors, les entreprises qui vont devoir se transformer peuvent utiliser cette donnée pour aller chercher de l'argent moins cher, se financer donc à moindre coût. Il y a énormément de dispositifs aujourd'hui qui existent et d'offres de financement qui ont été créées par les banques et les investisseurs. Alors, il y a les prêts fléchés, bien sûr les crédits impact qui ont des conditions financières qui sont indexées à l'atteinte d'objectifs ESG. Il y a bien sûr les obligations durables et là même les prêts participatifs transition qui sont en train d'être d'ailleurs réfléchis au niveau de Bercy. Donc cette donnée ESG peut permettre en fait aux entreprises de financer leur transition à moindre coût. Pour les banques, cette donnée ESG, c'est aussi un moyen de maîtriser leur green asset ratio. Il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, il n'y a pas de limite qui est fixée par la réglementation sur le green asset ratio. Mais à n'en pas douter, dans quelques années, il y aura des limites et donc une consommation de fonds propres associée. Donc la donnée ESG peut être aussi utile pour les banques pour maîtriser ce green asset ratio, mais également tendre vers une neutralité aussi carbone de leur activité, de l'activité qu'elles financent. Et enfin, pour les investisseurs, utiliser la donnée ESG, c'est aussi un moyen de sécuriser la performance de leur portefeuille pour leur permettre demain d'avoir toujours la capacité à accompagner finalement les entreprises et de leur portefeuille. Donc vous voyez, je pense qu'il y a un vrai sujet en fait d'usage de cette donnée au bénéfice en fait de l'économie réelle. Et c'est ce qu'on a vraiment voulu faire nous en créant la plateforme KLS.
c'est une plateforme qui permet vraiment de simplifier en fait tous les process d'octroi et de suivi de dette en permettant en fait à tous les acteurs de se partager en fait de l'information. Et notamment, nous on permet donc avec notre plateforme multi-interface aux financeurs et aux financés de se partager cette data ESG pour leur permettre de structurer des opérations de financement, de les suivre également dans le temps, pendant 5, 7, 12 ans parfois, et notamment pour pouvoir appliquer de façon simple et automatique les nouvelles conditions financières à appliquer. Sans outils, sans technologie, je pense qu'on ne pourra pas en fait absorber la masse et le volume colossal de financements qui sont devant nous, de financements durables qui sont devant nous. Et la technologie va permettre aux hommes qui financent de se dégager du temps pour être en effet aux côtés des entreprises, continuer en fait à avoir ce lien humain entre le banquier ou l'investisseur et l'entreprise. Voilà un peu la promesse de KLS, hein, c'est donner un usage en fait à cette donnée, à ces data ESG au bénéfice du développement et de cette transition, mais pour que cette transition soit soutenable et efficacement et économiquement efficace. Merci Cécile. Effectivement, tu permets de finalement redonner une place et une responsabilité quelque part au monde de la finance que je pense nous représentons tous, en tout cas autour de ce panel. Et donc justement, ce que tu disais est très intéressant au regard du fait que la donnée ESG, il faut lui donner un sens qui va au-delà de ce que l'usage qui lui en est demandé de manière réglementaire. Oui, en tout du cas. réglementaire, du Exactement. simple reporting, besoin de reporting ou de réponse en fait à une réglementation. Et du coup, en question peut-être plus méta, Paul, donc quelle place, selon toi, justement, pour la finance dans cette transition ? Parce que c'est évident que ça va être un acteur majeur et sans la finance, personne ne transitionnera, hein, pour être très clair. Oui, et bon, je pense que dans la salle, on cumule plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la finance. C'est une des premières fois, en tout cas moi de ma carrière, qu'on a une chance d'être le bon élève. Puisqu'on a toujours été le mauvais, hein, il fallait jamais dire ce qu'on faisait à table lors de dîner. Pour une fois, en fait, grâce à ça, grâce au financement de projets impact, comme tu le disais, Cécile, ça va requérir beaucoup d'investissements et beaucoup d'investissements qu'on va devoir analyser et expliquer, notamment via, par exemple, des experts comme Etifinance ou avec des modèles propriétaires. Et l'idée majeure derrière tout ça, c'est que pour tous ces acteurs qui vont devoir gérer cette donnée, l'ingérer, etc., ça représente un vrai challenge au niveau survie, hein, finalement. On a vu déjà la concentration d'acteurs et côté gestion d'actifs et côté investisseurs institutionnels, mais on a aussi vu ça côté agence de rating. Hein. On a commencé à le voir. Les grands Américains qui étaient à la traîne, qui ont commencé à racheter des acteurs pour les intégrer, avec plus ou moins de succès pour certains. Mais on voit vraiment ce challenge d'intégration, mais qui derrière découle sur énormément de challenges que l'industrie va avoir probablement du mal et va mettre un petit peu de temps à ingérer. Déjà, les pratiques de marché. On a beaucoup de gens qui subissent plutôt qu'ils agissent sur l'ESG pour le moment. Ils sont en train d'essayer de cocher les cases sur ce qu'on leur a demandé de faire. Ils ne comprennent pas ou peu. On a vu lors de la conférence précédente, hein, les 40 000 pages sur la taxonomie. Bon, je ne les ai pas toutes lues moi, je ne sais pas vous, mais ça requiert quand même d'avoir accès à des gens qui vont simplifier cette mise en place, qui vont l'expliquer, qui vont comprendre pourquoi c'est un coût, mais derrière une opportunité. Là où encore la technologie va pouvoir un petit peu faciliter tout ça. Hein. Mais surtout, le maître mot, moi je pense, c'est surtout flexibilité. On a vu des grands assureurs européens bien mentionner qu'il était urgent de ne pas faire de choix forts, parce qu'on ne sait pas ce que vont être les nouvelles réglementations de demain. En termes de pratiques de marché, on a déjà vu SFDR avec l'article 6, 8 et 9, où on a vu des gens qui trouvaient le 9 un petit peu trop compliqué, le 8 un petit peu trop simple, certains qui ont choisi de faire que du 6 pour se dégager de cette responsabilité-là. Ça ne va pas tenir, évidemment, et on va voir le marché évoluer, tout comme on a vu le marché évoluer sur MiFID, sur Solvency, qui a créé des nouvelles pratiques de marché, d'échange de données. Hein. Le TPT, à la base, pour s'échanger des inventaires, c'était vu comme une contrainte, et maintenant, c'est utilisé par toute la place. Le ET, dans sa première version, 600 colonnes, c'est vrai qu'un petit asset manager avec 3 fonds va avoir un petit peu des problèmes à remplir tout ça et à se dire, mon Dieu, mais en fait, je dois faire tout ça pour être capable de distribuer un fonds. Et puis, ce qu'on n'aborde pas ou peu, c'est aussi tous ceux qui sont censés vendre ces fonds-là.
Hein, on voit dans les conventions de distribution, etc., avec MiFID 2, l'explicabilité. Avant, n'importe qui était capable de comprendre, regardez, ce fonds, il fait 1% de mieux en performance que le benchmark. Ça se comprend, tout le monde comprend que voilà, on va faire un petit peu plus d'argent. Maintenant, quand on dit, bon, bah voilà, mon score ESG, c'est 72 et le benchmark, c'est 68, on ne sait pas vraiment ce qu'on a dit. D'où l'idée d'avoir des méthodologies propriétaires, en plus, d'explicabilité, etc. Mais surtout, il va falloir aller faciliter l'explication de l'ESG, de l'impact, au CGP, aux personnes, et on a vu ça dans une conférence derrière moi, qui seront en face de l'agence à vendre ça à quelqu'un. Et ça va requérir d'avoir quelque chose de déjargonné. La finance, c'est déjà un monde qui fait peur avec notre jargon. Pour moi, la finance va devoir réussir à faire aussi cette transition, d'être plus transparente, plus explicable, en récupérant toutes ces données grâce à la tech, et pourquoi pas en étant capable de s'ouvrir un petit peu plus en termes de langage, je dirais. Et justement, de votre côté, Patrick, côté asset manager, voilà, une fois que ce travail, comme le dit Paul, scoring, publication du scoring, reporting associé, voire communication associée au reporting est fait, qu'est-ce qui se passe derrière, quelque part, justement, pour distribuer les fonds et pour travailler, finalement, autour du sens, au-delà de la capacité à le reporter proprement? Merci. Du coup, comme dit Cécile, alors nous c'est pareil, on vit l'ESG plutôt comme une opportunité. C'est-à-dire qu'on a choisi de rentrer voilà, dans une politique 100% ISR pour tous nos fonds très tôt. Donc du coup, on a acquis une expérience aussi très tôt. Maintenant, on a une usine automatique qui score des milliers d'émetteurs, etc. Et nous, on va dire, on s'en sert comme un avantage concurrentiel. Alors déjà, pour nos clients historiques, donc ça peut être des grands institutionnels, etc., on est capable de personnaliser un moteur de scoring, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire ouais, votre moteur de scoring qui est déjà un consensus de pas mal d'agences, on veut le personnaliser, on veut augmenter un petit peu le G ou le S ou le E, etc. Donc on peut personnaliser ça pour un mandat, un institutionnel. Aussi, alors ce qu'on voit aussi, alors nous c'est sur les actifs réels, on a pas mal de fonds, pas mal d'encours sur les actifs réels, et on a discuté justement avec Etifinance qui a une expertise là-dessus. C'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peu de données sur ces actifs-là. Et c'est vrai que nous, un des challenges, c'est aussi, alors avec la technologie toujours, d'aller chercher de l'information sur des boîtes qui ne sont pas forcément cotées, où on ne va pas retrouver ces informations chez Vigeo, chez MSCI, etc. Et qu'il va falloir justement trouver d'autres acteurs ou d'autres moyens de récupérer de l'information. Donc ça peut être aussi sur des données, on va dire, entre guillemets, publiques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille pas mal, donc côté Digital Lab chez LBPAM. Et ensuite, alors nous, on a aussi une politique, une stratégie d'ISR as a service. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a envie de développer pour les clients. Et on va dire toutes les personnes qui ont envie de finalement de se challenger en termes d'ISR, et ça nous a conduit finalement avec Manaos de publier finalement notre moteur de scoring sur la plateforme sous la forme d'une app. Et effectivement, le TPT est un bon moyen. Alors ça, Manaos le maîtrise très bien en tant que centralisateur de TPT, arrive finalement à avoir les inventaires de beaucoup d'asset managers, d'asset owners. Et c'est vrai que nous, ça nous permet de déployer finalement notre moteur de scoring sur un panel beaucoup plus grand, et ça permet à nos clients institutionnels de se challenger, de voir notre méthodo par rapport à la leur, par rapport à MSCI, etc. Donc d'avoir des repères, et l'ambition c'est aussi de la proposer plus largement à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une méthode quantitative, qui sont toujours entre guillemets avec de l'Excel, des fichiers avec des milliers de colonnes et des centaines de milliers de lignes, et de pouvoir justement aussi s'améliorer. Et nous, ça nous permet de toucher plus de clients, donc après de scorer de plus en plus d'émetteurs et d'améliorer, on va dire, notre process de calcul à grande échelle. Voilà, donc ça, c'est les différents points sur lesquels nous, on essaie de progresser.
Effectivement, une capacité à aller finalement gazerer de la data un peu partout qui alimente votre propre modèle. Et c'est vrai que la proposition de l'ISR as a service, c'est aussi une façon quelque part de participer à cet élan collectif pour faire bouger la place globale et peut-être proposer les best practices de certains qui avaient pris de l'avance. Finalement, si on peut en faire profiter pour le meilleur l'ensemble des acteurs, c'est toujours mieux. Et c'était un peu le but de la réglementation, d'ailleurs, cette fameuse normalisation, tu en parlais Paul. Effectivement, on a eu la vague SFDR, on a la vague, on va avoir le bis certainement, mais on a la vague CSRD qui arrive. La normalisation, de ce côté, Xavier, qu'est-ce que tu en penses et jusqu'où on est derrière ce... Je me disais, normalisation, ça fait penser à l'époque soviétique, un côté normal. Alors la standardisation, on a un vrai sujet, c'est que les données disponibles sont pas comparables, sont pas standards. On l'a réussi sur la partie financière où c'est tagué, etc. Donc il y a tout ce travail de CSRD va non seulement, même s'il y a énormément de milliers de pages également à digérer, et probablement beaucoup trop. Nonobstant, l'idée, c'est d'avoir des normes de publication et de pouvoir demain faciliter la collecte de la donnée brute, de la comparabilité, et puis encore une fois réduire le coût. Et c'est pas un mauvais mot de réduire le coût, parce que là, cette réduction, c'est ce qui va permettre de rajouter de la valeur ajoutée. Je voudrais dire un mot sur la normalisation. Il y a aussi une normalisation, c'est que dans normalisation, il y a norme. Quelle norme? Et comme vous le savez certainement, il y a quand même une vision du monde un peu différente entre l'Europe et les États-Unis, entre une vision de cette fameuse double matérialité, entre la matérialité financière d'un côté et son pendant qui est la matérialité d'impact, et une vision américaine qui est uniquement sur la matérialité financière. Ça a donné lieu à des échanges et à des prises de position qui ont même étonné certains, surtout ceux qui aiment beaucoup les yaourts Danone. Donc tout ça pour dire qu'il y a une véritable enjeu de normes. D'abord, qu'est-ce que l'on va déterminer comme obligation pour les entreprises en termes de publication, et est-ce qu'on va avoir tous ces éléments d'impact sur les parties prenantes, sur l'environnement? Il ne faut pas y renoncer, sinon effectivement on ne restera que sur une vision strictement financière de la finance durable et on perdra de vue ce qu'on a mentionné juste avant. Ça n'empêche pas d'avoir une normalisation de cette donnée pour qu'elle soit beaucoup plus facilement utilisable par les agences que nous sommes ou par les acteurs financiers en général, pour pouvoir y porter cette valeur ajoutée qui est effectivement très importante. Puis il y a un autre point de normalisation qui est la base aussi de l'opinion, c'est-à-dire qu'il faut que les agences que nous sommes, qui vont être réglementées demain, puisque c'est en cours de discussion, aient des obligations quant à la publication, transparence de leur méthodologie. Certainement pas qu'elles disent toutes la même chose. En revanche, elles doivent dire ce qu'elles font et comment elles le font, pour que celui qui achète cette donnée sache comment elle a été fabriquée. Je pense qu'il y a personne n'a envie d'avoir un gestionnaire equity ou un analyste equity, un seul qui dise la même chose. On aime bien avoir plusieurs analystes qui vont donner des visions différentes. Encore faut-il que cette méthodologie et ces éléments qui permettent de construire l'opinion soient transparentes pour ceux qui l'utilisent, pour savoir comment elle est faite. Et l'opinion, c'est aussi une question de normalisation, et je vais prendre un seul exemple et j'arrêterai là-dessus. On a les controverses qui sont essentielles aujourd'hui, puisqu'elles permettent de compléter la vision généralement déclarative de la part des entreprises, la vision des parties prenantes externes. Collecter toute cette information, ça n'est plus possible de le faire sans intelligence artificielle, sans outils. Ça permet de la trier. Et puis dessus, on va caler une analyse d'opinion qui va permettre à un analyste de dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est sévère, ou ça ne l'est pas. Et c'est important à chaque fois de donner une opinion qui soit à peu près équilibrée et systématiquement la même. Moi, dans mes équipes, j'avais des gens qui étaient très proches de la cause animale, et dès qu'il y avait un problème, je me rappelle, dans des élevages de poulets, ils avaient une vision qui était beaucoup plus extrême que ne l'était la moyenne. Et ça veut dire la normalisation aussi, cette capacité, quand on fait de l'opinion basée sur des données normalisées, d'avoir quelque chose qui reste constant dans la dimension d'analyse. Merci. Alors effectivement, normalisation, donc on voit bien qu'on va de toute façon y passer quand bien même on ne le souhaiterait pas. Et de toute façon, ce sera un outil, parce que pour comparer, il y a un moment, il faut pouvoir comparer des choses comparables. Mais est-ce qu'on ne prend pas un risque à homogénéiser du coup l'ensemble et à ce que tout le monde finisse par avoir des stratégies? On l'a vu avec SFDR, tout le monde est devenu magiquement 8. Et c'est voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Jusqu'où on va en fait dans la normalisation pour ne pas arriver à juste on fait tous la même chose et surtout on dit tous qu'on fait tous la même chose?
Alors, effectivement, la normalisation sur les données brutes reportées par les corporates, oui, il en faut pour que ça soit, pour avoir plus de couverture, pour que ça soit plus accessible, utilisable, etc. Maintenant, il y a effectivement un débat au niveau de l'Europe sur normalisation, standardisation des pratiques ESG. En fait, SFDR, là, on a parlé des classifications 6, 8, 9, ce ne sont pas des catégories. Alors, le terme n'est pas bon. Il faut sûrement revoir les termes pour que ça soit plus lisible pour les investisseurs, que ce soit épargnants, mais aussi pour les gérants. Mais c'est une réglementation de transparence. Aujourd'hui, il y a ce débat entre transparence versus standardisation. Le SFDR est en train de faire une consultation sur le niveau 1 pour voir s'il faut tout casser pour passer plutôt sur des systèmes de labellisation et plutôt de standardisation des stratégies, rentrer dans des cases, dans des seuils, etc. Ça, c'est pas une bonne idée. Enfin, nous, ce qu'on pense chez WIFIN. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut plusieurs angles de vue, plusieurs prismes, des stratégies différentes. Il y a plusieurs types, effectivement, de fonds aujourd'hui, des verts, des plus verts, de l'impact, des fonds basés sur l'exclusion, etc. Standardiser les pratiques, ça risque finalement de décourager les investisseurs à faire mieux. Alors que leur laisser effectivement la possibilité, comme on l'a dit, un gérant, il a une opinion différente, il va vouloir se baser sur des ratings externes et vouloir aussi comprendre et avoir sa propre vision et garder effectivement une vision plutôt par transparence, bien sûr en retravaillant les notions qui sont soit pas adaptées, comme on a dit 6, 8, 9, soit trop complexes, comme la taxonomie européenne, bien évidemment. Aussi, peut-être 2 exemples de standardisation qui, aujourd'hui, sur les pratiques qui vont avoir du mal ou qui ont du mal. On le voit sur le label ISR. Aujourd'hui, avec le passage, avec le nouveau référentiel, s'il passe en l'état avec Bercy, on sait tous que les 1200 fonds qui sont labellisés aujourd'hui ne vont pas pouvoir ou vouloir le rester, parce que c'est pas que le débat sur les énergies fossiles, c'est aussi parce que les stratégies, les méthodologies de notation, les choix effectivement sur le process, etc., peuvent ne pas toujours rentrer dans les cases. Un gérant va vouloir peut-être rentrer dans une case et vouloir en sortir tout de suite, parce que c'est pas exactement comme ça qu'il veut gérer son fonds. La taxonomie européenne, ça fait 5 ans qu'on en parle, ça fait 5 ans qu'il faut l'utiliser. Aujourd'hui, on a fait, nous, un baromètre sur une centaine de fonds. Le meilleur fonds qui a un taux le plus fort d'engagement d'alignement à la taxonomie est de 5%. On parle de 5% en 5 ans. Et dans son reporting annuel, il est en breach. Donc, en fait, on voit bien des exemples on veut tenter de standardiser des choses, mais la place ne suit pas. Donc la réglementation doit être effectivement incitative, mais pas prescriptive. Il faut plus de pédagogie, certainement, beaucoup plus effectivement de retravailler sur des termes pour que les gérants continuent de pouvoir progresser, qu'ils n'aient pas l'impression de cocher des cases, qu'ils n'aient pas l'impression de faire que du reporting, mais qu'ils mettre vraiment le focus sur comment avoir une stratégie durabilité plus ambitieuse. Aujourd'hui, effectivement, un LBPAM, un Mirovin, l'FDE, un Sycomore, ils n'ont pas la même stratégie et c'est tant mieux. Il faut effectivement leur laisser leur point leur secret sauce, il faut leur laisser leur façon de se différencier, parce que finalement, si on leur enlève ça, que va être l'élément de différenciation pour un épargnant entre les fonds? Ça va être les indicateurs financiers. C'est un peu un retour en arrière qu'on va voir. Merci, effectivement, il y a un risque de boucle régressive sur le sujet. Et justement, pour éviter qu'on soit dans une boucle régressive et qu'on revienne finalement à l'étape d'avant pour pouvoir discriminer, parce que tout le monde aura fait la même chose sur le volet impact, et qu'on revienne finalement à des critères que l'on connaît tous, dommage tout ça pour ça. Comment on fait pour que ça devienne une réussite collective, selon toi, Cécile? Tu auras le mot de la fin. Moi, je pense que la finance durable sera une réussite collective si d'abord on relève 3 enjeux et qu'on évite le greenwashing et qu'on évite la destruction de valeur.
Je pense qu'il va falloir qu'on relève d'abord en premier enjeu celui de permettre un lien facile entre le monde de l'économie réelle qui est financé et le monde de la finance, c'est-à-dire ceux qui financent, les banques et les investisseurs. Faciliter ce lien sur ce sujet de l'ESG. Pour démystifier un petit peu la complexité que peut parfois receler une opération à impact, ou même la complexité aussi de l'exploitation de la donnée. Donc il faut vraiment trouver des moyens technologiques, et c'est là où la technologie et l'innovation vont être des réponses, trouver les moyens pour faciliter ce lien. Le deuxième enjeu, je pense qu'il va falloir relever, c'est traiter la masse, traiter le volume en fait qui est devant nous, le volume d'opérations. Beaucoup d'études disent que d'ici 5 ans, c'est 95% des opérations de financement qui seront adossées à un critère ESG. Le monde des financiers ne pourra pas faire face sans technologie à ce volume. Donc l'enjeu va vraiment être de donner les moyens en fait aux métiers de suivre ces investissements, ces financements et avec de la technologie pour qu'ils puissent se dégager du temps et se concentrer sur l'apport de valeur ajoutée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sur l'analyse et sur l'accompagnement. Le troisième enjeu, selon moi, qu'il va falloir vraiment relever, c'est celui de répondre en effet aux exigences réglementaires, mais en ayant en fait cette capacité à être flexible, à s'adapter et donc à fournir des reportings et à remplir des reportings qui soient pertinents et surtout qui soient utilisables par tous les métiers et pas simplement pour répondre en fait à une exigence réglementaire, mais donc avoir la capacité à créer des reportings pour tous et surtout de façon très flexible parce que la réglementation va évoluer, vous l'avez dit, aujourd'hui elle n'est pas tout à fait encore normée et standardisée. Donc il faut en fait que les outils qui vont être mis à notre disposition, à la disposition de la finance durable, soient des outils flexibles. C'est un peu ce qu'on a voulu faire chez KLS et je pense que c'est en ayant des solutions technologiques et d'innovation qu'on va réussir en fait à relever ces 3 enjeux et tous ensemble. Parce que déjà, les acteurs de la tech, et en tout cas c'est le cas chez KLS, on est déjà en capacité à la fois de fournir bien sûr les outils de collecte et d'analyse de masse de la donnée. l'IA va bien sûr nous aider à le faire. On est déjà en capacité à fournir des interfaces interconnectées qui permettent de l'échange de données, de l'échange d'informations et de façon simple. On est déjà en capacité de donner des espaces d'échange documentaire aussi avec des data rooms qui soient un peu moins coûteuses que ce qui a pu exister dans le passé. On est en capacité aussi de donner et de fournir des gestionnaires de tâches, d'événements, tout ça dans un seul et même objectif, l'efficacité au service de la finance durable. Merci beaucoup. Merci à tous du coup pour ce tour d'horizon de à quoi peut servir la tech pour aider finalement le monde de la finance à transitionner, mais pas pour lui seul, mais pour l'ensemble en fait au service de l'économie réelle. Merci à tous. Merci.